Tu connais cette sensation quand tu ouvres ton frigo et qu'il n'y a rien d'autre qu'une pauvre carotte triste et un peu de lait périmé? Eh bien, les Amérindiens n'auraient jamais laissé ça arriver. Alors que nous achetons du pain et du lait en panique dès qu'on annonce 1 centimètre de neige, eux avaient réglé leur situation alimentaire pour l'hiver des mois à l'avance. Laisse-moi te parler de la réserve au sous-sol de ma grand-mère. Elle est remplie de tomates en conserve en quantité suffisante pour survivre à 3 apocalypses. Mais ce n'est rien comparé à ce que les communautés amérindiennes accomplissaient. Elles n'avaient pas le luxe de courir chez Walmart quand les provisions venaient à manquer. À la place, elles transformaient la fin de l'été et l'automne entier en une gigantesque opération de préparation alimentaire. Elles ne se contentaient pas de stocker la nourriture, elles la transformaient. La viande n'était pas simplement découpée et conservée, elle était fumée avec des types spécifiques de bois qui ajoutaient de la saveur tout en la préservant pendant des mois. Fait amusant, certaines tribus ont découvert que certains types de bois d'érable non seulement conservèrent la viande, mais la rendaient aussi meilleure que ton restaurant BBQ préféré. La fumée montait à travers des grilles spécialement conçues, transformant le gibier frais en provisions prêtes pour l'hiver qui pouvaient durer pendant les mois les plus rudes. Le poisson recevait le même traitement spécial. Tu as déjà essayé de faire sécher du poisson dans ton jardin? Ne le fais pas. Tes voisins n'apprécieront pas. Les Amérindiens avaient perfectionné cet art, créant ce que j'aime appeler du jerky de poisson. Ils capturaient du saumon pendant les périodes de frais et accrochaient des centaines de filets sur des structures en bois élaborées. Le poisson séchait dans le vent de fin d'été, devenant si léger et compact qu'une seule personne pouvait en transporter assez pour nourrir sa famille pendant des semaines. Mais là où il brillait vraiment, c'était avec le système de cache alimentaire souterraine. Ce n'étaient pas de simples trous dans le sol, c'étaient les premiers garde-manger naturels, et ils fonctionnaient mieux que ton réfrigérateur hors de prix. Ils creusaient de profondes fosses, les tapissaient d'herbes et d'écorces, et créaient différentes couches pour différents aliments. Les baies allaient dans des contenants en écorce de bouleau qui les empêchaient d'être écrasés. Le maïs séché et d'autres céréales étaient stockés dans des pochettes de cuir soigneusement cousues qui empêchaient l'humidité d'entrer. Ils créaient souvent de fausses caches pour tromper à la fois les animaux et les tribus rivales. C'est comme avoir un faux portefeuille à donner aux voleurs, sauf que là, c'était une question de survie. Ils fabriquaient des cachettes évidentes avec un peu de nourriture, tandis que les vraies réserves étaient si bien cachées que les archéologues en découvrent encore aujourd'hui. Des découvertes récentes dans les plaines du Nord ont révélé des caches de plus de 400 ans, contenant encore des graines conservées et des baies séchées. Le contrôle de la température était crucial et ils l'avaient maîtrisé sans électricité. Dans les régions où les températures plongeaient à environ 34 degrés, ils utilisaient le froid à leur avantage. Les formations naturelles de grottes devenaient des congélateurs offerts par la nature. Ils y stockaient la viande qui gelait sur place, prête à être découpée et décongelée au besoin. Certaines tribus allèrent même jusqu'à créer des fosses à glace, creusant de profonds trous qui restaient suffisamment froids pour conserver la nourriture jusqu'au printemps. Ces fosses maintenaient des températures juste au-dessus du point de congélation, autour de 34 à 36 degrés Fahrenheit, créant des conditions de stockage parfaites. Ils devaient protéger ces réserves des ours, qui apparemment appréciaient autant qu'eux un bon garde-manger. L'histoire orale d'une tribu raconte qu'un jeune guerrier passa une nuit entière dans un arbre après qu'un ours eut décidé d'inspecter leur cache alimentaire. Le lendemain, on le retrouva encore perché, tenant sa lance et tremblant, non pas du froid, mais d'avoir observé l'ours se régaler de leurs provisions d'hiver. Mais peut-être que la partie la plus impressionnante n'était pas seulement le stockage en soi, c'était la planification. Ils devaient calculer exactement combien de nourriture une communauté entière aurait besoin pendant jusqu'à 6 mois d'hiver. Se tromper signifiait que des gens mourraient de faim. Les études modernes suggèrent qu'ils étaient incroyablement précis, stockant généralement environ 2000 calories par personne et par jour, avec un surplus pour les personnes âgées et les enfants. Pour un village de 100 personnes, cela signifiait stocker plus de 36 millions de calories pour passer l'hiver, l'équivalent d'environ 18 000 Big Macs. Tout le processus demandait une coordination incroyable. Alors que certains groupes se concentraient sur la chasse et la pêche, d'autres cueillaient des baies et des céréales sauvages.
Les enfants aidaient en ramassant du bois pour fumer la viande et le poisson. Même les anciens participaient, utilisant leur expérience pour déterminer les meilleurs endroits de stockage et enseignant aux jeunes générations les techniques précises de conservation. Certaines tribus avaient même développé une sorte de système de bibliothèque alimentaire marquant leurs différentes caches avec des signes spécifiques que seuls les membres de leur communauté pouvaient comprendre. En parlant de planification minutieuse, tu pourrais te demander comment ils géraient tout cela quand la neige était trop profonde pour même vérifier leur site de stockage. C'est là que la chasse intervenait. Toutes ces réserves étaient formidables, mais la viande fraîche restait essentielle pendant les longs mois d'hiver. Alors, suivre les animaux en hiver peut sembler plus facile que pendant d'autres saisons. Après tout, les empreintes dans la neige, non ? Eh bien, mon ami qui chasse depuis 30 ans parvient encore à se perdre en suivant des traces de cerf dans son propre jardin. Les Amérindiens, eux, avaient transformé le pistage en hiver en un art qui ferait pâlir nos GPS modernes. La neige elle-même devenait leur journal, racontant des histoires que la plupart d'entre nous n'auraient même pas remarquées. Une légère dépression dans la neige. Cela signifiait qu'un animal était passé quelques heures plus tôt. Des branches cassées à hauteur de cerf ? Le petit déjeuner partait vers le nord. Il pouvait même dire si un animal était malade ou en bonne santé rien qu'en regardant ses traces, ce qui faisait la différence entre gaspiller de l'énergie dans une chasse qui pouvait durer des jours ou trouver une cible plus facile. Leurs compétences en pistage allaient bien au-delà du simple suivi d'empreintes. Savais-tu qu'il pouvait localiser un élan en observant la vapeur qui s'élevait de son souffle au-dessus des arbres ? À moins 30 degrés, ce souffle chaud créait une colonne de vapeur visible à près d'1 kilomètre. Les caméras thermiques modernes fonctionnent essentiellement sur le même principe, sauf avec un équipement plus sophistiqué et beaucoup plus cher. C'est vraiment intelligent la façon dont ils se déplaçaient dans la neige. Il y a quelques mois, je n'avais aucune idée de ce qu'était une bague de santé, jusqu'à ce que ma fiancée m'en offre une. Et je dois dire que je suis choqué que ce produit ne soit pas plus connu et utilisé. Elle suit mes niveaux de stress. Et ce que j'ai découvert, c'est que certains compléments faisaient grimper mon score de stress tandis que d'autres aidaient réellement à le faire baisser. Les chasseurs modernes ressemblent à un bol de Rice Krispies dehors. Snap, crackle, pop à chaque pas. Les Amérindiens ont développé des raquettes spéciales qui répartissaient leur poids si parfaitement qu'ils pouvaient s'approcher d'un troupeau sans faire le moindre bruit. Ce n'étaient pas les raquettes à cadre en aluminium que nous utilisons aujourd'hui pour les randonnées hivernales. Ils les fabriquaient en bois et en tendons avec des conceptions si efficaces que des ingénieurs modernes les étudient encore. Chaque tribu avait sa propre conception en fonction des conditions de neige locales. Les plus longues pour la neige poudreuse, les plus rondes pour la neige humide. Ils avaient même ce que j'appelle la méthode du piège à neige. Ils forçaient stratégiquement les animaux à s'enfoncer dans de profonds amas de neige, où les grosses créatures se retrouvaient coincées, tandis que les chasseurs sur leurs raquettes pouvaient pratiquement danser autour d'elles. C'est comme ces scènes comiques où quelqu'un poursuit un cambrioleur qui ne cesse de glisser sur la glace, sauf que cette version se terminait par le dîner. Les vêtements qu'ils portaient pour la chasse étaient tout aussi ingénieux que leur méthode de pistage. Ces mocassins souples n'étaient pas qu'un accessoire de mode. Ils leur permettaient de sentir chaque brindille et chaque branche, les aidant à se déplacer silencieusement même lorsqu'ils ne pouvaient pas voir le sol. Ils allaient même jusqu'à frotter de la neige sur leurs vêtements pour éliminer l'odeur humaine. Quelle dévotion! Moi, je peine déjà à supporter une bataille de boules de neige sans courir à l'intérieur pour un chocolat chaud. Mais ils avaient développé différentes stratégies de chasse selon les conditions climatiques. Quand la température descendait sous les moins 20 degrés, les animaux se rassemblaient dans des zones abritées pour conserver leur énergie. Les chasseurs savaient exactement où trouver ces endroits en fonction de la direction du vent et du relief. Ils mémorisaient ces lieux dans leur tête mieux que n'importe quelle application moderne de chasse. Certains de ces terrains de chasse hivernaux étaient si fiables que des tribus parcouraient des centaines de kilomètres rien que pour les atteindre. Ils utilisaient même le mauvais temps à leur avantage. Pendant les tempêtes de neige, la plupart des animaux s'abritaient et attendaient la fin de l'orage. Mais certaines tribus chassaient justement dans ces conditions, utilisant le bruit du vent pour masquer leur approche et la mauvaise visibilité pour s'approcher incroyablement près de leur proie. Ça, c'est ce que j'appelle la chasse par temps extrême.
ça fait paraître les émissions de survie à la télé comme une promenade de santé. Le taux de réussite de ces techniques de chasse hivernale était remarquable. Des études de sites de chasse anciens montrent que certaines tribus atteignaient un taux de réussite de 70% pendant les chasses d'hiver. C'est mieux que la plupart des chasseurs modernes avec tout leur matériel high-tech. Bien sûr, ils n'avaient pas le choix. Rater un tir ne signifiait pas seulement rentrer les mains vides. Cela pouvait signifier que toute la communauté aurait faim. Et si la chasse terrestre était impressionnante, certaines des techniques les plus ingénieuses apparaissaient lorsque les lacs et les rivières gelaient. Mon pote aime se vanter de son équipement de pêche sur glace. Tente chauffée, tarière électrique, détecteur sonar de poissons et assez de snacks pour nourrir une petite armée. Le week-end dernier, il a passé 4 heures à percer des trous et n'a pas attrapé un seul poisson. Pendant ce temps, les techniques de pêche sur glace des Amérindiens, vieilles de plusieurs siècles, étaient si efficaces qu'un seul trou pouvait nourrir des dizaines de personnes en seulement quelques heures. D'abord, ils devaient percer une glace pouvant faire près d'1 mètre d'épaisseur. Pas de tarières à essence sophistiquées à l'époque, juste des outils en pierre, des ciseaux en os et beaucoup de détermination. Ils chauffaient des pierres au feu jusqu'à ce qu'elles deviennent rougeoyantes, puis les posaient sur la glace. Les pierres faisaient fondre quelques centimètres, puis ils dégageaient la glace fragilisée. Lent, bien sûr, mais ils en faisaient une chaîne de travail. Pendant qu'un groupe chauffait les pierres, un autre dégageait la glace et un troisième préparait le matériel de pêche. Les outils qu'ils fabriquaient faisaient honte aux équipements modernes. Ces lances en os n'étaient pas de simples bâtons pointus. C'étaient de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie. Les pointes étaient conçues avec des barbelures spéciales qui s'accrochaient aux poissons, mais pouvaient être facilement retirées sans abîmer la chair. Certaines tribus créaient même des lances à plusieurs pointes, capables de capturer plusieurs poissons à la fois. C'est comme la différence entre utiliser des baguettes et utiliser une fourchette. Sauf que ces fourchettes devaient fonctionner dans l'eau glaciale et sombre à travers un trou dans la glace. Ils avaient compris comment utiliser la clarté de la glace à leur avantage. Au début de l'hiver, lorsque la glace était transparente, ils se couvraient de couvertures sombres et s'allongeaient directement sur la glace. L'obscurité éliminait les reflets, leur permettant d'apercevoir les poissons nageant en dessous. Ils devenaient de véritables sonars humains. Pas besoin de piles. Certains anciens pouvaient même entendre les poissons nager sous la glace en collant leur oreille dessus. Essaie d'expliquer cette technique à quelqu'un qui pense que la pêche nécessite un détecteur de poissons à 500 $. Mais le vrai génie se trouvait dans leur système de pièges. Les pièges modernes à poissons sont assez simples. Une entrée, pas de sortie. Les pièges amérindiens sous la glace étaient comme des labyrinthes sous-marins. Ils créaient des réseaux de paniers pièges reliés par des filets guides. Les poissons qui passaient se retrouvaient guidés dans des pièges de plus en plus grands jusqu'à atteindre une zone de collecte principale. Ces pièges fonctionnaient 24 heures sur 24, capturant du poisson même pendant le sommeil de tout le monde. La gestion de la température était cruciale. Chaque fois qu'ils ouvraient un trou de pêche, ils risquaient de geler leurs mains. La solution ? Ils avaient développé des moufles spéciales faites de fourrure de castor qui pouvaient être enfilées et retirées rapidement. Les moufles étaient imperméables grâce à un revêtement d'huile de phoque ou de poisson, et la fourrure était disposée de façon à ce que l'eau glisse dessus. Les pêcheurs modernes sur glace n'ont toujours pas beaucoup amélioré ce design, à part peut-être en ajoutant des chauffe-mains électriques qui tombent en panne juste au moment où tu en as le plus besoin. Le stockage était un autre défi qu'ils avaient maîtrisé. Tu t'es déjà demandé comment ils conservèrent le poisson sans congélateur ? Ils construisaient des enclos sous-marins près des trous de pêche. Les poissons gardés dans ces enclos restaient vivants et frais, créant en fait un réfrigérateur vivant. La température de l'eau restait juste au-dessus du point de congélation et les mouvements des poissons empêchaient l'eau de geler complètement. Des études récentes ont montré que ces enclos pouvaient garder les poissons vivants pendant des semaines, bien plus longtemps que les méthodes modernes de conservation. Les chiffres sont impressionnants aussi. Des preuves archéologiques trouvées sur un ancien site de pêche dans le Michigan ont montré qu'une seule communauté pouvait attraper et stocker plus de 900 kilos de poissons pendant les mois d'hiver. De quoi fournir des protéines à 100 personnes pendant plusieurs mois. Les opérations modernes de pêche sur glace, avec toute leur technologie, n'atteignent souvent pas ce niveau d'efficacité.
Pour mettre cela en perspective, c'est à peu près le poids d'une petite voiture de poisson, tout attrapé à travers des trous dans la glace. Ils avaient même développé des signaux et codes spéciaux pour la pêche sur glace. Différents battements de tambour sur la glace signifiaient différentes choses. Poisson repéré, besoin d'aide ou danger. Glace mince. La glace elle-même devenait un système de communication. Ces signaux pouvaient voyager sur des kilomètres à travers les lacs gelés, gardant les groupes de pêche coordonnés et en sécurité. Un rythme régulier signifiait « poisson ici », tandis que des tapotements rapides avertissaient des conditions de glace dangereuses. Les enfants servaient souvent de messagers, patinant d'un trou à l'autre pour partager les nouvelles des bons endroits de pêche. L'un de leurs tours les plus astucieux consistait à utiliser des leurres sculptés dans le bois et l'os. Ces faux poissons étaient peints avec des colorants naturels et suspendus dans l'eau pour attirer les plus gros poissons. Ils attachaient même des coquillages brillants ou des pierres polies pour les faire scintiller dans l'eau. Les premiers leurres de pêche de la nature. Les entreprises modernes de leurres dépensent des millions pour développer de nouveaux modèles, mais ces leurres anciens attrapent encore les poissons tout aussi bien aujourd'hui. Quand les poissons ne mordèrent pas, il y avait toujours d'autres options alimentaires. Certaines pourraient vous surprendre. Prenez les pins par exemple. Leur écorce interne n'est pas seulement de la peau d'arbre, c'est en fait les pattes de la nature. Ils retiraient l'écorce rugueuse extérieure pour atteindre la couche interne tendre et humide, riche en vitamines et en glucides. Ils la faisaient sécher, la réduisaient en farine et la mélangeaient avec d'autres ingrédients pour faire du pain. Des analyses récentes en laboratoire montrent que cette farine d'arbre contenait plus de vitamine C qu'une orange. La même matière que nous utilisons aujourd'hui pour fabriquer du papier a permis à des communautés entières de survivre à l'hiver. Ces arbres n'étaient pas les seuls au menu. Les bouleaux produisaient une sève sucrée qui pouvait être bouillie pour obtenir un sirop. Pas aussi sucré que le sirop d'érable, mais chargé de propriétés médicinales. Certaines tribus récoltaient plus de 50 gallons de sève de bouleau par arbre à la fin de l'hiver. Cela représente environ 600 tasses d'une boisson énergétique naturelle. Et cela a en fait meilleur goût que ces boissons fluorescentes que les gens avalent à la salle de sport. Les champions de la survie hivernale étaient les racines et les tubercules. Les Amérindiens ne se contentèrent pas de les déterrer et de les manger crus. Ils disposaient d'un véritable système de stockage souterrain des racines qui ferait passer un cellier moderne pour amateurs. Ils récoltèrent ces plantes à l'automne et les enterraient dans des fosses spéciales tapissées d'herbes et d'aiguilles de pin. La température du sol restait juste au-dessus de zéro, créant des conditions parfaites de conservation. C'était comme avoir un réfrigérateur naturel qui n'avait jamais besoin d'électricité. Ils pouvaient retrouver des plantes comestibles sous 1 mètre de neige. Ils avaient développé des outils spéciaux en bois de cervidés et en os qui pouvaient sonder la neige pour localiser des plantes spécifiques. Ils savaient exactement lesquelles resteraient bonnes à manger même après avoir été gelées. Les quenouilles étaient particulièrement prisées. Ces plantes sont comme le couteau suisse des comestibles sauvages. Les racines pouvaient être réduites en farine, les jeunes pousses mangées comme du maïs et le pollen récolté pour épaissir les soupes. Mais peut-être la source de nourriture la plus surprenante était l'argile. Oui, de l'argile véritable tirée de la terre. Avant que vous ne pensiez qu'ils mangeaient des galettes de boue, ce n'était pas de la terre ordinaire. Ils avaient découvert que certains types d'argile contenaient des minéraux essentiels dont leur corps avait besoin en hiver. Des scientifiques modernes ont analysé ces dépôts d'argile et découvert qu'ils étaient riches en calcium, en fer et en autres minéraux. C'est en fait le premier multivitamine de la nature. Ils mélangeaient de petites quantités de cette argile dans leur nourriture ou la façonnaient en petites boules qu'ils suçaient tout au long de la journée. Certaines tribus mangeaient même du lichen sur les rochers. Le même que vous voyez probablement pousser sur votre mur de jardin. Mais pas n'importe quel lichen. Ils savaient exactement quelles espèces étaient comestibles et comment les préparer pour éliminer les composés amers. Un type appelé tripe de roche pouvait être bouilli en une soupe épaisse et nutritive. Des études montrent qu'il contenait autant de protéines que du jerky de bœuf. Les shakes protéinés hors de prix de mon voisin n'arrivent même pas à la cheville. La partie vraiment impressionnante était leur savoir-faire en matière de conservation. Ils pouvaient transformer des glands amers en une farine douce et nutritive grâce à un processus complexe de lixiviation. Ils collectaient des milliers de glands à l'automne, les épluchaient, les réduisaient en farine
puis lavait cette farine à plusieurs reprises pour enlever les tanins amers. Un seul chêne mature pouvait produire jusqu'à 450 kg de glands, assez pour faire des centaines de kilos de farine. Un seul arbre pouvait fournir plus de calories qu'un hectare de blé. Ils avaient même trouvé des moyens de conserver les baies et les fruits récoltés en été. Au lieu de les laisser geler, ils les faisaient sécher et les mélangeaient avec de la graisse fondue et de la viande pour faire du pemmican, un aliment complet de survie qui durait des mois. La graisse conservait les baies et les empêchait de geler. C'était comme la première barre énergétique, sauf qu'elle avait vraiment bon goût et n'avait pas d'emballage qui survivrait à vos petits-enfants. Mais parfois, même avec toutes ces sources de nourriture de secours, l'hiver pouvait durer plus longtemps que prévu. Quand cela arrivait, les communautés devaient faire des choix difficiles. L'hiver de 1805 fut brutal. L'expédition de Lewis et Clark aurait échoué si les tribus amérindiennes n'avaient pas partagé leur savoir-faire de survie. Les explorateurs en étaient réduits à manger des bougies et à faire bouillir leurs propres mocassins pour en faire de la soupe, quand les tribus locales leur enseignèrent des techniques de survie perfectionnées pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, nous jetons de la nourriture parce qu'elle est périmée d'un jour. Mais ces méthodes de survie ancestrales pouvaient transformer pratiquement n'importe quoi en nutrition vitale. Le bouillon d'os n'était pas une boisson santé à la mode à l'époque. Quand la nourriture se faisait rare, chaque os devenait précieux. Il les brisait pour accéder à la moelle, ce tissu gras qui contient plus de calories qu'un hamburger. Puis il faisait bouillir ces os jusqu'à 5 fois, obtenant à chaque fois un bouillon plus faible, mais toujours nutritif. Des analyses de sites de cuisson anciens montrent qu'ils pouvaient extraire jusqu'à 3000 calories des os d'un seul grand animal. C'est environ 15 barres chocolatées d'énergie à partir de ce que nous jetons habituellement. Ils avaient découvert que certains os fonctionnaient mieux que d'autres. Les os des jambes contenaient le plus de moelle, tandis que les os du crâne pouvaient être bouillis le plus longtemps. Ils conservaient même les vieux os des repas précédents, sachant qu'ils pourraient en avoir besoin plus tard. Certains sites archéologiques ont révélé des fragments d'os montrant des signes d'avoir été bouillis jusqu'à 7 fois. Parler de tirer parti de ces ressources. La science moderne a prouvé qu'ils avaient raison. Le bouillon d'os contient des minéraux, du collagène et des acides aminés qui aident à prévenir la malnutrition. Quand les os venaient à manquer, ils se tournèrent vers le cuir. Oui, du vrai cuir. Bottes, sacs, lanières, tout ce qui était fabriqué à partir de peaux d'animaux. Ils le découpaient en petits morceaux, grattaient les poils, le faisaient bouillir jusqu'à ce qu'il soit tendre, puis le mangeaient. Avant de froncer le nez, considérez ceci, le cuir est essentiellement de la protéine pure. Ces vieux mocassins avaient peut-être un goût affreux, mais ils contenaient autant de protéines qu'un blanc de poulet. Ma grand-mère disait toujours « Rien ne se perd, tout se transforme ». Ces gens poussaient ce principe à un tout autre niveau. La partie astucieuse résidait dans la façon dont ils préparaient ces aliments de dernier recours. Ils y ajoutaient des herbes, non seulement pour la saveur, mais aussi pour faciliter la digestion. Certaines aiguilles de pin, par exemple, étaient ajoutées au bouillon d'os, non seulement pour le goût, mais aussi parce qu'elles sont riches en vitamine C. Cela aidait à prévenir le scorbut durant les longs hivers où la nourriture fraîche était indisponible. Certaines de ces combinaisons d'herbes sont encore étudiées aujourd'hui par des scientifiques pour leurs propriétés médicinales. Le commerce devenait crucial en ces temps désespérés. Différentes tribus développaient des réseaux commerciaux complexes qui pouvaient s'étendre sur des centaines de kilomètres. Si une communauté avait un surplus et qu'une autre peinait à survivre, elles trouvaient des moyens de s'entraider. Elles utilisaient des signaux de fumée qui pouvaient transmettre des messages sur la disponibilité des aliments à travers de vastes distances. Une bouffée signifiait « Nous avons du surplus ». 2 bouffées signifiaient « Nous avons besoin d'aide ». Ces réseaux étaient si efficaces que les anthropologues estiment qu'ils réduisaient les décès par famine hivernale jusqu'à 60%. Toute la communauté travaillait ensemble pour survivre. Tout le monde, des enfants aux anciens, avait un rôle. Les enfants étaient envoyés vérifier les collets, car ils étaient assez légers pour marcher sur la neige croûtée sans y enfoncer. Les anciens qui ne pouvaient plus chasser devenaient des experts dans l'art d'extraire chaque calorie possible de ce qui était disponible. Ils savaient exactement combien de temps faire bouillir différents matériaux pour les rendre comestibles sans gaspiller de précieux combustibles. Mais peut-être que l'outil de survie le plus puissant n'était ni une technique ni une recette.
C'était leur attitude envers le partage. La nourriture n'était jamais thésaurisée par des individus. Des études de camps d'hiver anciens montrent des preuves de zones de cuisine communautaire où la nourriture était préparée et partagée équitablement. Même en période de grande pénurie, ils maintenaient cette pratique. Des preuves archéologiques suggèrent que, dans certaines communautés, les personnes âgées et les enfants mangeaient en premier, l'inverse de ce à quoi on pourrait s'attendre dans une situation de survie. Les survivalistes modernes achètent du matériel coûteux et stockent des repas lyophilisés. Mais il manque souvent la leçon la plus importante de la survie hivernale des Amérindiens, personne ne survit seul. Ces communautés traversaient des hivers brutaux, non seulement grâce à leurs compétences et à leurs connaissances, mais parce qu'elles restaient unies. Une seule personne, même avec tout le savoir du monde en matière de survie, ne durerait pas aussi longtemps qu'une communauté travaillant ensemble. En regardant en arrière tout leur mode de survie hivernale, de la conservation des aliments au pistage, de la pêche sur glace à la consommation de bottes, une chose devient claire, ils n'ont pas seulement survécu à l'hiver, ils l'ont maîtrisé. Peut-être y a-t-il là une leçon sur la résilience, la communauté et l'incroyable capacité d'adaptation des êtres humains.